Depuis des années, tout le monde croit que Nike fait bosser des enfants dans ses usines pour mieux se goinfrer avec des marges insolentes. Et vous avez sans doute déjà entendu ce genre de phrase. Ils fabriquent une paire pour 10 € et nous la vendent une fortune, c'est une arnaque totale. Mais c'est tout faux. En réalité, Nike survit avec des marges très basses. Ils gagnent moins sur vos chaussures que votre boulanger sur votre pain. À tel point qu'ils sont actuellement en chute libre. Et d'ailleurs, Nike ne possède aucune usine. Zéro. Nada. Ils commandent leurs articles directement auprès d'un vaste réseau de fournisseurs dans plus de 42 pays. Mais il y a un truc qui cloche. Comment arrivent-ils à des marges si faibles alors qu'ils nous font payer 150 € la paire? Et surtout dans ce cas, pourquoi une boîte aussi immense refuse-t-elle de construire ses propres usines? En allant creuser dans leurs petits papiers, j'ai compris. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment Nike est devenu ce monstre à 100 milliards de dollars qui n'a jamais rien produit lui-même. Phil Knight, le créateur de Nike, à la base, c'est un dropshipper, ni plus ni moins. Enfin, l'ancêtre du dropshipper. 1962, le type débarque au Japon avec l'idée de dénicher des baskets d'athlétisme. Il venait de terminer ses études de commerce à Stanford et il avait observé comment les appareils photo japonais, Canon, Nikon, avaient complètement écrasé les prestigieuses marques allemandes Leica et Zeiss sur le marché américain. Meilleure qualité, plus de fonctionnalités, mais surtout des prix plus attractifs. Une vraie révolution. Et il fait vite le lien avec les chaussures que les soldats américains avaient ramenées du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Et ici, même pattern. Les baskets sont mieux pensées, un design parfait qu'ils n'avaient pas vu ici. Et le prix? Aucune idée, mais il flaire un trou dans le marché et une réelle opportunité en or. Alors en novembre 1962, sans aucune expérience dans l'importation ou la négociation internationale, il fait ses bagages et s'envole pour le Japon comme un simple touriste. À Kobe, il arrive à décrocher un entretien avec le patron d'un fabricant de chaussures, Onitsuka Tiger. La qualité l'impressionne immédiatement et il se présente alors comme un distributeur américain de sneakers, ce qui est totalement faux, et il propose de devenir le distributeur exclusif d'Onitsuka en Amérique. Et sur le moment, il invente même le nom de son entreprise, Blue Ribbon Sports. Et là, miracle, le fondateur d'Onitsuka accepte. Phil Knight venait de négocier un accord de distribution exclusif sans posséder la moindre entreprise. Du pur culot. Et surtout de l'achat-revente à 100%. Parce que Blue Ribbon Sports importait simplement les chaussures Onitsuka Tiger du Japon et les revendait telles quelles en Amérique. Point final. Aucune valeur ajoutée, aucun design propre, aucune innovation. On est sur le dropshipper original là, non? Évidemment, il n'a pas vendu ses premières chaussures sur internet, mais directement depuis le coffre de sa voiture sur les pistes d'athlétisme. Mais imaginez le parcours du combattant à cette époque. Pour chaque négociation, Phil devait voyager physiquement au Japon. Pas d'email, pas de WhatsApp, pas de Zoom. Les communications prenaient des semaines, les échantillons mettaient des mois à arriver par bateau. Rupture de stock constante, problème de trésorerie, méfiance des fournisseurs, il a dû surmonter tous les défis de cet enfer logistique. Mais le business prend forme et il est en train de réussir son pari. Enfin, jusqu'à un certain point. 1971. Phil Knight pense que tout va bien. Blue Ribbon Sports cartonne, les ventes explosent, la relation avec Onitsuka semble solide. Mais Onitsuka lui prépare un coup de poignard dans le dos. Phil découvre qu'Onitsuka négocie secrètement avec d'autres distributeurs américains. Ils ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin de ce petit entrepreneur qui vient de l'Oregon. Maintenant qu'ils ont une présence établie aux États-Unis grâce à tous les efforts de Phil, ils veulent passer aux distributeurs plus gros, plus puissant que lui. Et là, le patron d'Onitsuka lui impose un ultimatum. Soit vous nous vendez 51% de votre entreprise, soit on fait affaire avec vos concurrents. Phil Knight est catégorique et il refuse net. Il ne veut pas vendre son bébé. Cependant, il est dos au mur. Que faire quand votre fournisseur unique menace de vous lâcher? Et c'est là que Phil transforme cette crise en opportunité géniale. Au lieu de paniquer, il réunit ses équipes et leur dit « c'est le moment qu'on attendait. Fini de vendre la marque de quelqu'un d'autre. Onitsuka nous tenait depuis des années avec leur livraison tardive, leurs commandes mélangées, leur refus d'écouter nos idées de design. Donc, ne voyons pas ça comme une crise, voyons ça comme notre libération. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Phil et son partenaire Bill Bowerman réalisent qu'ils ont tous les atouts en main. La fameuse Cortez, le modèle phare aux États-Unis, c'était un design de Bowerman. Alors pourquoi ne pas créer leur propre marque et fabriquer leurs propres chaussures? C'est là que Blue Ribbon Sports devient Nike et que la célèbre souche, designée par une étudiante pour la modique somme de 35 $, était née. Phil établit cette fois un réseau diversifié de fournisseurs au Japon et plus jamais il ne dépendra d'un seul partenaire. Et c'est aussi là que le simple modèle d'achat-revente se transforme en sous-traitance sophistiquée. Nike commence à créer ses propres designs, développer ses propres technologies et imposer ses standards de qualité, même si c'est ridicule par rapport à leurs conditions d'aujourd'hui. Et certaines technologies qu'on connaît aujourd'hui, comme Air Max ou le Flyknit, nécessiteront 7 ans de développement. Des laboratoires entiers travaillent sur l'aérodynamisme, l'amorti et la respirabilité. Et évidemment, tout ça a un coût gigantesque et il faut vite trouver un moyen de le rentabiliser. Faisons un point rapide sur les dépenses marketing faramineuses de Nike. Ici, je pense que je vous apprends rien, Nike c'est un peu le boss final de la psychologie et du marketing. Ils savent pertinemment que les gens n'achètent pas avec leur cerveau, ils achètent avec leurs émotions, puis justifient avec la logique.
Et ils ont réussi à transformer cette faille psychologique en machine à cash absolue. Prenons les contrats de sponsoring. LeBron James, c'est un contrat à vie estimé à plus d'1 milliard de dollars. Cristiano Ronaldo, même ordre de grandeur. Des sommes qui donnent le vertige. Et vous pensiez que c'était ça qui faisait flamber le prix de vente final de vos chaussures? Eh bien en fait non. Même leurs contrats les plus fous ne représentent qu'une fraction ridicule du prix que vous payez. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Au total, Nike investit 3,2 milliards de dollars par an en marketing. C'est plus que le PIB de certains pays. Just do it. Nike ne vous vend pas des chaussures, ils vous vendent du rêve, de l'appartenance, de l'inspiration. Et quand vous voyez LeBron James exploser un dunk avec ses Nike au pied, ça crée une espèce de réaction complètement irrationnelle dans le cerveau et on se dit je peux jouer comme lui même si vous jouez même pas au basket. Vous le savez, on le sait tous, mais votre cerveau limbique, lui, il y croit dur comme fer. Chaque Air Jordan raconte une histoire de dépassement. Chaque Air Force One évoque un style de vie. Le simple logo Nike déclenche instantanément des associations positives dans votre cerveau qui nous font même oublier tous nos soupçons d'exploitation d'enfants ouïghours et même les scandales avérés. Les clients ne calculent plus du tout le rapport qualité-prix. On achète l'émotion, le storytelling, l'image de vous-même que vous voulez projeter. Et on est content. Et à votre avis, combien coûte une paire à l'usine avant que le logo Nike ne soit brodé dessus? Petit indice ici, autour de 5 fois moins. Et on va entrer dans les détails des marges juste après. Mais attendez, si Nike ne fait que du design et du marketing, qui fabrique vraiment vos chaussures? Et surtout, comment garde-t-il le contrôle total sur la production? Derrière Nike se cache un empire invisible d'une sophistication hallucinante. Plus de 500 usines réparties dans 42 pays. Vietnam, Chine, Indonésie, Thaïlande. Et voilà les vrais fabricants de vos Air Jordan et de vos Air Force One. Mais voici les chiffres qui donnent le vertige. Nike produit 26 paires de chaussures par seconde. Ça représente environ 800 millions de paires par an, fabriquées par plus d'1 million d'employés qu'ils ne payent même pas directement. Car en effet, Nike ne possède aucune de ces usines. Zéro infrastructure de production. Ils ne font que concevoir, marketer et vendre. Et même face aux pressions politiques et économiques les plus intenses, Nike refuse catégoriquement de changer ce modèle. Par exemple, avec les nouveaux tarifs douaniers imposés par Trump, Nike s'obstine. Il préfère payer des taxes supplémentaires plutôt que de construire ne serait-ce qu'une seule usine aux États-Unis. Alors que d'autres marques relocalisent leur production, l'industrie automobile revient aux États-Unis, mais pas Nike. Il y a une logique économique profonde derrière cette obstination. Nike impose des cahiers des charges draconiens de plus de 100 pages à leurs fournisseurs, des audits de qualité permanents et des standards de production qui dépassent souvent ceux des usines occidentales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nike dicte littéralement tout. Les matériaux, les techniques, les délais, les conditions de travail, jusqu'à la température des ateliers. Et ils ont développé leur propre système de standardisation et de contrôle qui réduit toute variabilité dans les processus de production. Résultat, ils ont parfois plus de contrôle que s'ils possédaient les usines eux-mêmes. Et Nike a même révolutionné la gestion de ses fournisseurs avec l'intelligence artificielle. Ces technologies prédisent quels produits seront populaires et optimisent les commandes en temps réel. Et avec ça, il y a plus de 1000 robots qui travaillent dans leur centre de distribution pour trier, emballer et déplacer tous les produits. Et depuis les scandales des sweatshops, ces usines insalubres où des enfants travaillent dans des conditions déplorables, Nike a payé le prix pour avoir été négligent sur le contrôle des sous-traitants. Et on peut dire qu'ils ont appris de leurs erreurs. En 2005, ils sont devenus la première entreprise du secteur textile à publier la liste complète de leurs usines partenaires, avec une transparence totale. Ils ont créé des programmes d'engagement des travailleurs, des enquêtes annuelles sur le bien-être et même des plateformes digitales pour que les ouvriers puissent communiquer directement avec le management. Et d'ailleurs, la Fair Labor Association a réaccrédité le programme de conformité sociale de Nike en 2019. Au final, plus de 90% des chaussures et vêtements Nike sont fabriqués par des groupes d'usines avec lesquels ils travaillent depuis plus de 15 ans. Donc ce ne sont pas juste de simples fournisseurs, ce sont de véritables partenaires stratégiques. Et d'ailleurs, contrairement aux clichés, toutes les grandes marques fonctionnent exactement comme Nike. Apple ne possède aucune usine, tout est produit par Foxconn et d'autres sous-traitants. Samsung, Zara, même votre marque de voiture préférée, tout le monde sous-traite. Pourquoi? Bien parce que c'est plus efficace, les usines se spécialisent dans la production et les marques se spécialisent dans l'innovation, le marketing et la vente. Chacun fait ce qu'il sait faire de mieux. En bref, la mondialisation dans toute sa splendeur. Ils laissent la production à des experts qui maîtrisent les chaînes d'assemblage, les économies d'échelle, l'optimisation logistique et Nike peut ainsi se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire créer des produits qui font rêver les consommateurs. Mais alors avec un tel système, comment font-ils pour ne pas se gaver au niveau des marges? Parlons chiffres, les vrais. Décortiquons ensemble une paire de Nike euro par euro et préparez-vous à être surpris. Prenons une paire standard qui coûte 100 € en magasin et je vais vous dire exactement où va votre argent. Vous avez 12 € de matériaux, donc vous avez le mèche, le cuir synthétique, la mousse EVA, la semelle en caoutchouc. Il y a ensuite 6 € de main d'œuvre pour la découpe, l'assemblage, la couture, le contrôle qualité. Puis 3 € de coûts technologiques pour les technologies Air Max, Flyknit ou d'autres innovations. À ça, il faut ensuite rajouter 2 € de transport depuis l'usine souvent localisée en Asie. Et Nike vend ensuite cette chaussure 50 € au magasin.
magasin. 50 moins 23, ça nous donne 27 € de marge pour la marque. Et là-dessus, il faut encore déduire 5 € pour le marketing et les contrats de sponsoring. D'ailleurs, LeBron James et Cristiano Ronaldo ne vous coûtent qu'environ 1,50 € par paire. 4 € pour la recherche et développement, 8 € de frais généraux et administratifs et environ 3 € de taxes et de frais divers pour l'entreprise. Donc au final, Nike dégage un profit d'environ 7 € sur vos 100 €, soit 7% de marge réelle. Et 7% quand on y pense, c'est pas énorme. Donc ce sont les magasins Foot Locker ou JD Sport qui se gavent. Bah en fait, même pas. Car eux, ils achètent la chaussure 50 € à Nike et vous la vendent 100 €. Donc ils font 50% de marge brute. Et une fois qu'on a déduit leurs frais, les retailers, les distributeurs gagnent exactement la même marge nette que Nike, environ 7%. Et oui, même s'ils négocient leur prix d'achat en volume, les grands groupes ont beaucoup de frais opérationnels, des magasins physiques à gérer et beaucoup d'employés à payer. Alors, qui gagne vraiment dans toute cette histoire? Bah, en fait, personne. Tout le monde survit avec des marges ridicules entre 7 et 10%. Et c'est pour ça que Nike pousse si fort la vente directe. Quand vous achetez dans un magasin Nike, ou mieux, sur Nike.com, ils récupèrent enfin la marge du détaillant et peuvent monter à 12 voire 15% de marge nette. Mais même comme ça, ils restent loin des marges juteuses qu'on pourrait imaginer. Et ces chiffres ne sortent pas de mon chapeau. Nike est une entreprise cotée en bourse, donc tout est public. Le résultat financier pour l'année 2024 le confirme. Ils ont réalisé 51,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel avec 44,7% de marge brute. C'est ce que tout le monde voit et critique sans comprendre ce que ça signifie. Car cette marge brute ne tient compte d'aucun autre coût. Ni le marketing, ni la R&D, les salaires, les bureaux, les taxes, rien. Donc une fois qu'on déduit tous ces coûts réels, on arrive à une marge nette globale de 9,4%. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est plus bas que beaucoup d'autres secteurs. L'industrie du luxe, avec LVMH, Hermès, tourne autour de 15 à 25% de marge nette. Les boîtes de tech comme Apple dégagent environ 25%. Et votre boulangerie locale se situe entre 10 et 15%. Donc Nike, malgré sa domination mondiale, gagne proportionnellement moins que votre artisan boulanger. Et cette réalité s'aggrave avec l'évolution du marché. Nike mise de plus en plus sur la vente directe via leur propre magasin et via l'e-commerce avec Nike.com pour éviter de trop dépendre des détaillants. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils peuvent récupérer la marge du magasin. Et quand vous achetez sur Nike.com, ils gardent les 100 € au complet au lieu de vendre 50 € aux détaillants. Mais même comme ça, après déduction de tous leurs coûts, les frais d'expédition, le service client, le marketing digital, les taxes, ils arrivent péniblement entre 12 et 15% de marge nette. Et d'ailleurs, cette course à la vente directe illustre parfaitement à quel point les marges sont fines dans cette industrie. Et Nike a même commis une erreur stratégique majeure en 2017 qui leur a coûté 27 milliards de dollars de valorisation en bourse. Sous la direction de John Donahoe, leur PDG, Nike a décidé de couper les ponts avec leurs détaillants historiques, Foot Locker, JD Sport, les grands magasins, pour se concentrer sur leurs propres canaux de vente. L'idée, c'était de récupérer ces fameuses marges justement. Résultat, catastrophe. En réduisant leur disponibilité physique, c'est-à-dire leur présence au magasin, Nike a ouvert la porte à Adidas, On Running et d'autres concurrents qui ont sauté sur l'occasion pour occuper les rayons qui avaient été libérés. Et du coup, les consommateurs qui étaient habitués à trouver du Nike partout ont commencé à se tourner vers d'autres marques plus facilement accessibles. Et pendant ce temps-là, le cours de l'action Nike a chuté de 177 $ à 59 $ aujourd'hui. Et cette erreur monumentale prouve une chose. Dans une industrie aux marges si faibles, chaque décision stratégique peut faire la différence entre domination et déclin. Et vous voulez savoir l'ironie ultime? Mon entreprise, qui fonctionne sur le même modèle que Nike depuis 7 ans, c'est-à-dire sourcing en Chine, stock en Europe et en Amérique du Nord et vente de nos produits sous notre propre marque, affiche une marge nette de 18%, c'est-à-dire le double de celle de Nike. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 3,2 milliards à dépenser en marketing, on n'a pas des contrats pharaoniques avec des athlètes de renommée internationale et surtout, on n'a pas d'intermédiaire à qui on doit céder la moitié de nos marges. On est plus petit, mais plus agile et plus efficace à notre échelle. La réalité dérangeante, c'est que Nike ne gagne pas sa vie grâce à des marges énormes. Leur force, c'est le volume. On l'a dit, environ 800 millions de paires vendues par an. À 7 € de bénéfice net par paire, ça fait plus de 5 milliards de profit. Donc le secret, c'est pas l'exploitation, c'est bien l'échelle. Et Nike a prouvé qu'on pouvait devenir le leader mondial avec des marges modestes à condition de miser sur 3 piliers. L'innovation produit, un marketing fort et une production externalisée mais parfaitement maîtrisée. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Aujourd'hui, ce modèle n'est plus réservé aux multinationales. Il est à la portée de n'importe quel entrepreneur avec un ordinateur, une bonne idée et les bons outils. On n'a plus besoin d'investir dans des usines ni de passer par une chaîne interminable d'intermédiaires, de grossistes et de distributeurs. On peut vendre en direct au consommateur depuis son salon et garder le contrôle total sur sa marque et ses produits. C'est un modèle hybride à mi-chemin entre le dropshipping sans âme qui se contente de revendre des produits génériques depuis AliExpress et les marques traditionnelles qui sont dépendantes de réseaux de revendeurs. Ici, on garde le meilleur des deux mondes, le contrôle total sur nos produits, notre marque et nos marges, tout en déléguant la fabrication et la logistique à des partenaires spécialisés. Et tout ça sans avoir à se déplacer à l'autre bout du monde ni attendre des mois pour recevoir un échantillon produit. On a la chance de faire partie d'une génération où ce modèle est à la portée de tous, grâce à la puissance d'Internet et d'innombrables outils et plateformes comme Amazon ou Shopify
qui nous permettent de vendre nos produits en direct à des millions de clients sans dépendre de personne. Et franchement, il n'a jamais été aussi facile de lancer une marque, de tester un produit et de trouver ses premiers clients sur le net. Et je pense que c'est aussi important de le rappeler. Vendre des millions d'unités comme Nike n'est pas nécessaire pour réussir. Vous n'avez pas besoin de devenir le prochain leader mondial dans votre catégorie. D'ailleurs, même si Nike fait des milliards aujourd'hui, Phil Knight, lui, n'avait pas l'ambition de créer un empire commercial. Il voulait simplement lancer un business, vendre quelques baskets et éviter une carrière de comptable trop tranquille à son goût. Et comme beaucoup, il a commencé petit, à la main, comme un artisan. Il n'avait ni réseau, ni expérience, ni financement. Juste une bonne intuition, une vraie passion et l'envie de construire quelque chose à sa manière. Alors si vous avez une idée, une envie de créer, c'est peut-être le bon moment pour commencer à poser les bases de votre petit empire. Et pour vous aider, j'ai préparé cette vidéo juste ici.